Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous informer sur Gabon 24. Démocratie Nouvelle, un parti politique de l'opposition, a fait une déclaration ce samedi suite à l'attaque dont a été victime vendredi certains médias audiovisuels basés à Libreville. Le reportage de Linda Gaël Maganga et de Fred Ndongo. Le parti de l'opposition Démocratie Nouvelle réagit pour dénoncer l'acte de violence orchestré par des individus non identifiés dans certains médias, dont TV+, Africa numéro 1, Gabon Télévision et Canal 7. Il s'agit là d'un acte qui menace fortement la paix et la stabilité politique dont a besoin notre pays après les malheureux événements du mois d'août dernier. Cet acte s'inscrit toujours dans la logique d'une ligne politique aventuriste, hasardeuse et périlleuse. Démocratie Nouvelle dénonce et condamne avec la plus grande vigueur tout acte tendant à mettre en péril le processus démocratique en cours dans notre pays, la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Par la voix de son porte-parole, Démocratie Nouvelle rappelle dans la foulée les idéaux qui fondent ce parti politique de l'opposition gabonaise. Ayant pris une part active au dialogue politique inclusif qui vient de se tenir dans notre pays, Démocratie Nouvelle qui condamne toute forme de violence, d'où qu'elle provienne, réaffirme ici son attachement aux idéaux qui fondent sa ligne politique, ceux du patriotisme, du respect de l'ordre républicain et de l'accession au pouvoir par la voie des urnes. Les personnes qui ont attaqué les médias vendredi voulaient diffuser une vidéo qui appelle à la rébellion et à la violence. Les membres de Démocratie Nouvelle ont tenu une conférence consacrée aux jeunes de ce parti politique de l'opposition. Le thème retenu était l'implication des jeunes en politique. Plus de détails dans ce reportage de Linda Gaël Maganga et de Fred Ndongo. L'implication des jeunes en politique, c'est le thème retenu par le directoire du parti de l'opposition Démocratie Nouvelle qui a lancé une série d'enseignements à l'endroit des jeunes du dit parti. C'est une conférence de démarrage, de lancement, parce que c'est une série. Nous entendons bien organiser bien d'autres dans le même élan, parce qu'aujourd'hui, nous estimons qu'autour de la politique, il y a aujourd'hui un certain nombre de dérives. Orchestrés très généralement par les anciens et qui utilisent les jeunes. Donc aujourd'hui, il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme et appeler les jeunes à s'inscrire fondamentalement dans tout ce qui est politique. Parce que la politique n'a rien à voir avec de l'activisme, ça n'a rien à voir avec l'instrumentalisation. C'est l'art de gérer la cité. Selon les conférenciers, la politique règle les problèmes de l'homme depuis la cellule familiale et se fait pour défendre des idéaux nobles. Et pour cela, il faut être bien outillé. Dans la mesure où la jeunesse est représentée à près de 70% dans notre pays, il est question que les jeunes s'inscrivent vraiment dans des valeurs purement politiques et qu'ils prennent leur destinée en main. C'est l'avantage que nous offre aujourd'hui notre parti. Démocratie Nouvelle désire rallier une grande partie de la jeunesse à sa cause afin de les responsabiliser dans l'action politique. Débutée le 12 juin passé à Libreville, la 16e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement s'est achevée vendredi avec l'adoption de près d'une cinquantaine de résolutions. Chimène Sandra Senghone sur des images de Canal 7. Après 5 jours d'échanges, la conférence ministérielle africaine sur l'environnement a pris fin le 16 juin dernier. Porté à la présidence de la CEMAE pour 2 ans, le Gabon devra s'atteler à mettre en œuvre les résolutions adoptées par la conférence. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a décliné au cours de l'audience qu'il a accordée au ministre africain de l'Environnement les 3 principaux axes de son mandat à la tête du chaos, à savoir rendre opérationnelles les initiatives continentales déjà existantes afin de répondre aux attentes des populations, mettre en place une véritable stratégie de financement et de mobilisation des ressources, définir un nouveau modèle de gouvernance qui prendra en compte l'équilibre régional et la participation de tous les acteurs et renforcera la cohérence entre les principaux organes africains dédiés à la protection de l'environnement. Il s'agit là
des axes sur lesquels sera également basée la présidence de la CEMAE. Cette 16e session de la conférence des ministres africains de l'environnement tenue à Libreville s'est penchée sur les questions qui seront examinées à la 3e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui se tiendra en octobre sous le thème « Vers un monde sans pollution ». L'objectif étant de s'accorder sur une position commune africaine, un défi pour le Gabon qui assure en même temps la vice-présidence de l'Assemblée pour le compte de l'Afrique et détenteur des mandats comité des chefs d'État et de gouvernement sur le changement climatique et la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. La société d'exploitation du Transgabonais, Cetrag, a inauguré vendredi à son siège un premier lot de voitures à voyageurs entièrement rénovées pour un meilleur confort et sécurité du passager. La coupure du ruban par Madame le ministre des Transports et de la Logistique, Flavienne Fumuondo, a laissé place à la bénédiction des rames, mais aussi à la visite de cette nouvelle acquisition. Miguel Mabika, Hervé Aubion. Un nouveau lot de voitures à voyageurs a été béni et inauguré par le ministre des Transports et de la Logistique. Le gouvernement partenaire de toujours de la société d'exploitation du Transgabonais mise sur le confort et la sécurité des passagers. Le plan de remise à niveau vise, entre autres, la réhabilitation des ouvrages d'art, le traitement des zones instables, sources de déraillement et de ralentissement, la protection des passages à niveau, l'amélioration du réseau de communication et sécurité ferroviaire, l'introduction des traverses en béton bibloc, l'amélioration de la gouvernance de la Cetrag. La nouvelle rame permettra de solutionner de nombreux problèmes dont sont victimes les voyageurs et s'inscrit dans la ligne droite de la modernisation de la vie publique prônée par le chef de l'État. Les équipements qui vont contraster par rapport aux voitures omnibus actuelles sont principalement les suivants. Une double climatisation dimensionnée pour nos conditions climatiques, des sièges inclinables équipés de tablettes amovibles, des prises électriques sur chaque rangée de sièges, du réseau Wi-Fi. La ministre Flavienne Fumuondo a invité les usagers de ces 22 voitures à voyageurs d'en prendre soin afin que cet outil de desserte puisse profiter au plus grand nombre et le plus longtemps possible. C'est là aujourd'hui la matérialisation de la vision du chef de l'État qui veut faire du Gabon un pays émergent, une émergence qui passe entre autres par le chemin de fer. Au Lesotho, cette fois, le vainqueur des élections législatives anticipées, Thomas Tabané, a été officiellement investi vendredi, Premier ministre d'un gouvernement de coalition 3 ans après avoir été chassé du pouvoir par une tentative de coup d'État militaire. Regardez. La cérémonie s'est déroulée dans un stade de Maseru, la capitale de ce petit royaume d'Afrique australe, où Thomas Tabané a été officiellement investi vendredi Premier ministre. Cette célébration survient suite à sa victoire aux législatives anticipées 2 jours après le mystérieux assassinat de sa première épouse. Son parti, la Convention des Bassatos, s'est imposé lors du scrutin du 3 juin en emportant 48 des 120 sièges du Parlement local devant celui du Premier ministre sortant, Pakatila Mosisili, qui n'en a décroché que 30. Lors de son discours d'investiture, Thomas Tabané a affiché sa volonté de ramener la stabilité politique dans un pays qui a voté 5 fois en 3 ans. Nous promettons devant notre roi que nous allons travailler dur pour éliminer la plupart des grands défis auxquels ce pays est confronté. Nous allons travailler dur pour apporter la paix et la stabilité dans le pays en renforçant les relations internes du gouvernement entre des secteurs tels que les organisations de la société civile, les organisations nationales, la sécurité et la nation en général. En 2014, Thomas Tabané avait été contraint à l'exil en Afrique du Sud après un coup d'État manqué de l'armée, avec laquelle il entretient toujours des relations difficiles. Il était brièvement revenu dans son pays en 2015 pour les législatives où il avait été battu par Mosisili. Ce n'est qu'en février dernier qu'il s'y est réinstallé. En Afrique du Sud, cette fois, près de 2 siècles après sa mort, un des plus célèbres chefs rebelles indigènes de l'histoire de l'actuelle Afrique du Sud a été symboliquement enterré vendredi dans sa terre natale lors d'une cérémonie traditionnelle dans sa ville natale de Anké. C'est au sud du pays. Miguel Mabika pour le récit.
Mort en 1830 en Australie, l'esprit de Darwin Storman a été symboliquement enterré vendredi dans sa terre natale. Il fut l'un des meneurs de la résistance menée au début du 19e siècle par des tribus Khoisan, les populations autochtones d'Afrique australe contre les colonisateurs britanniques. Emprisonné sur l'île de Robben Island, le chef Storman est parvenu à s'en échapper à 2 reprises avant d'être exilé dans un pénitencier australien. Après avoir purgé sa peine, il est mort à Sydney où il a été très vraisemblablement enterré. Sa dépouille n'a jamais été retrouvée et c'est donc très symboliquement son esprit qui a été placé vendredi dans un cercueil. Nous sommes toujours marginalisés dans cette démocratie. Nous ne sommes toujours pas ce que nous sommes supposés être en tant que première nation indigène d'Afrique du Sud. L'atmosphère est vraiment électrique, vous savez, rien que de voir des Xhosa, des Européens, des Néerlandais, tous ici. C'est la vraie Afrique du Sud pour laquelle Darwin Storman, Nelson Mandela ou Tambo ont vécu et sont morts. Le chef historique Khoisan a été enterré à côté du monument funéraire sous lequel a été enterrée la dépouille de Saartjie Wortman, bête de foire de l'Europe du 19e siècle, plus connue comme la Vénus Hottentote. Elle mourut en 1815 à Paris. Ses restes ont été rendus par la France à l'Afrique du Sud et enterrés à Anké en août 2002. En France, cette fois, une activité professionnelle rémunérée comme outil de réinsertion pour les détenus. L'objectif, leur offrir des qualifications supplémentaires, leur permettre de garder un rythme tout en favorisant le vivre ensemble. Mais les places sont rares. À la maison d'arrêt de Carcassonne, 1 personne sur 3 a un emploi. Reportage. Les portes des cellules restent ouvertes. Les détenus peuvent circuler librement entre 7h et 18h. C'est le quartier des auxiliaires. Ils travaillent à la buanderie, en cuisine ou à la maintenance. Et leur emploi en prison leur permet de gagner un peu de liberté. La vision de la prison n'est pas la même que d'être enfermé en permanence et sortir que 2h30 par jour dans la cour. Le travail permet aux détenus de s'occuper et de lutter contre l'ennui pour retrouver une certaine routine vertueuse. Ah ben ça joue beaucoup sur le moral, hein. On est beaucoup mieux dans notre peau, on se sent utile, ça n'a rien à voir, hein. On se sent même presque dehors en fait. On est vraiment, on est bien, moralement, on est bien, mentalement on est bien. En travaillant 35 heures par semaine, les auxiliaires touchent entre 300 et 450 € par mois. Ils obtiennent aussi, sous certaines conditions, une remise de peine de 3 mois par an. Jean-Marc Ponce, le chef cuisinier, travaille seul avec 3 auxiliaires en cuisine. Avec un zeste d'esprit d'équipe et de respect mutuel, cela fonctionne parfaitement selon lui. Pour ceux qui sont en fin de peine, réapprennent ou apprennent à avoir des attitudes et des compétences professionnelles, genre la ponctualité, l'assiduité, voilà. Donc on leur apprend tout ça. Et puis c'est une relation de confiance qui s'installe comme avec d'autres employés à l'extérieur, quoi. Le travail peut donc être un outil de réinsertion, mais les places sont rares. Comme la grande majorité des maisons d'arrêt, celle de Carcassonne est surchargée. 124 détenus pour seulement 64 places. La maison d'arrêt offre des activités, mais pas pour tout le monde, en vue du nombre, etc. On peut pas forcément, tout le monde ne peut pas à l'école, tout le monde ne peut pas faire les formations en même temps en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont être un peu plus limités à un sport, à la promenade, dans l'attente de pouvoir intégrer plus tard la formation ou le travail. À la maison d'arrêt de Carcassonne, il y a une offre d'emploi pour 3 détenus. En France, seulement 24% des détenus possèdent une activité professionnelle rémunérée. Menacés par la déforestation, des membres d'une tribu nomade indonésienne ont décidé de se sédentariser et de se convertir à l'islam pour être reconnus par le gouvernement du pays musulman le plus peuplé au monde. Reportage. Le gibier se fait rare pour ces nomades indonésiens. Pour les Orang Rimba, le peuple de la jungle en langue locale, la survie se fait plus dure chaque année, notamment à cause de la déforestation due aux plantations de palmiers à huile. On ne trouve plus beaucoup de sangliers maintenant. C'est plus comme avant, quand on avait notre forêt et qu'on pouvait chasser facilement. Maintenant, si on ne trouve pas de gibier, on meurt de faim. À quelques kilomètres de là, une poignée de membres de la même tribu ont fait un choix. Sédentarisation et conversion à l'islam en échange d'une reconnaissance du gouvernement.
Appartenir à une religion est obligatoire pour avoir une carte d'identité en Indonésie, synonyme d'accès aux services de soins et à l'éducation. Dieu merci, le gouvernement s'intéresse à nous maintenant. Avant notre conversion, il nous ignorait. La sédentarisation est encouragée par le gouvernement pour faciliter le recensement. Dans cette classe, ces enfants apprennent à lire le Coran depuis quelques mois, sous la tutelle d'une ONG islamique. Il me faisait de la peine parce que ceux qui voulaient apprendre l'islam ne recevaient presque pas d'aide des autorités. La forêt tropicale recule chaque année en Indonésie. Avec elle disparaissent peu à peu l'habitat et le mode de vie traditionnel des dernières tribus nomades. Du beau sport à présent et au Gabon, l'association gabonaise de gymnastique a ouvert sa compétition annuelle ce samedi dans la salle des sports du lycée Blaise Pascal dans le 1er arrondissement de Libreville. Une compétition qui a regroupé 60 élèves des établissements scolaires de la capitale gabonaise répartis en 3 catégories d'âge. Regardez. Venus des écoles de la capitale gabonaise, les 60 candidats à cette compétition annuelle de gymnastique ont rivalisé de souplesse gymnique et athlétique face à un jury d'experts sur des critères bien définis sous le regard de leurs parents. On tient compte de la tenue du corps, c'est-à-dire comment sont tenus les bras, comment sont tenues les jambes, la tête. Et on tient compte aussi des difficultés. Les jeunes compétiteurs expliquent leur attrait pour cette compétition. C'est du sport qui est fait pour la bonne santé et ça donne de la souplesse. J'adore faire des défis. Je faisais comme si en fait il n'y avait plus personne à part mes nounours et mes pommes. C'était mes amis qui me disaient de souffler et de ne pas stresser. J'ai bien aimé la compétition. Au début j'avais un peu peur, mais sinon quand j'ai commencé, le stress est parti, c'était bien, je me suis bien amusée. J'ai eu quand même peur de faire le salto comme c'était un peu dur, un mouvement très dur à faire, donc j'ai eu le courage de faire le salto. La timidité, ça fait pas trop peur, que les spectacles sont plutôt drôles. Les parents, qui ne sont pas souvent à l'entraînement, ont été émerveillés par les performances de leurs bambins. Nous avons eu l'occasion ici de découvrir les talents, n'est-ce pas, les talents de nos enfants. C'est vraiment très merveilleux. À chaque compétition, on voit les performances, on voit l'évolution, les évolutions de l'ensemble de l'école. Créée en 1998, l'association gabonaise de gymnastique fonctionne avec les donations des parents d'élèves et des bonnes volontés. La conférence de presse initiée par le YOCA en partenariat avec le ministère des Sports et la FEGABOX a été l'occasion pour le président de la WBC de revenir sur les enjeux du combat. Limbrice Boubala, Alexandre Kogué pour le reportage. Est en jeu dans la catégorie lourd léger la ceinture WBC méditerranéenne. Deux champions lorgnent ce prestigieux titre. Alexandre Jure, 32 ans, champion WBC francophone de nationalité roumaine, et Taylor Mabika du Gabon, 37 ans, champion du monde WBF. Le stade Michel Essongué de Port-Gentil, dont l'Ogoué maritime a été choisi par les organisateurs pour abriter l'événement sous la houlette du président WBC francophone méditerranéen, Aoussine Aouchi. Le fait que l'organisation se fasse dans un stade de foot, où il y aura beaucoup de public, va donner une force à Taylor, mais va donner aussi une force à Alex, parce qu'on le savait que c'était une entrée gratuite, et ça c'est une grande opportunité pour le public de venir voir leur champion boxer, mais pour nous c'est aussi une force, puisque être dans une grande soirée organisée dans un pays d'Afrique, avec des médias, avec un public, avec une très belle organisation, ça nous plaît nous en tant que compétiteurs. Le combat prévu ce samedi promet. Les deux pugilistes entendent tout donner pour s'approprier le titre. Taylor Mabika, challenger gabonais, joue à domicile et rassure. La population de Port-Gentil, et ce serait juste, je crois qu'on va vivre un grand moment. D'autres combats sont prévus de lever de rideau, notamment par 4 étoiles
montante de la boxe gabonaise. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.